Je repense à l'Alta Loma Hotel. Je revois tous ceux qui habitaient là. Et je me rappelle mon premier jour là-bas. Je me rappelle le hall. Et comme il faisait sombre. J'avais 2 valises avec moi et l'une d'elles était entièrement remplie d'exemplaires du petit chien qui riait. Il y a longtemps de cela, mais je m'en souviens parfaitement. J'étais venu par le car et j'étais couvert de poussière. La poussière du Wyoming, de l'Utah, du Nevada, que j'avais encore dans les cheveux et dans les oreilles. Je veux une chambre pas chère, que j'avais dit comme ça. La taulière avait les cheveux blancs. Autour du cou, elle avait ce col en dentelle qui la moulait comme un corset. Elle avait 70 ans, bien tassée, et une grande femme qui exagérait sa taille en se mettant sur la pointe des pieds pour pouvoir me regarder par-dessus ses lunettes. Vous avez un emploi? Elle m'a demandé. Je suis écrivain, j'ai fait. Tenez, je vais vous montrer. J'ai ouvert ma valise et j'en ai sorti un exemplaire. C'est moi qui ai écrit ça. Je la ramenais pas mal dans ce temps-là, j'étais pas peu fier. Je vous en fais cadeau. Je vais vous dédicacer cet exemplaire. J'ai pris un porte-plume sur le bureau de la réception. Il était tout sec et il a fallu le tremper dans l'encrier. Je roulais la langue dans tous les sens en cherchant quelque chose de gentil à mettre. Vous vous appelez comment? J'ai demandé. C'est tout juste si elle voulait me le dire. Madame Hargraves. Pourquoi? Mais c'était déjà pas mal de l'honorer comme ça, je n'allais pas en plus répondre à ses questions. Au-dessus de la nouvelle, j'ai inscrit à une femme au charme ineffable, aux yeux bleus ravissants et au sourire généreux, de la part de l'auteur, Arturo Gandini. Elle s'est fendue d'un sourire qui semblait lui faire mal à la figure, à voir les vieilles rides qui partaient dans tous les sens et qui cassaient sa peau sèche autour de la bouche et des joues. J'ai horreur des histoires de chiens, elle m'a dit en faisant disparaître le magazine, et elle s'est mise à m'examiner de plus belle, de plus haut par-dessus ses lunettes. Jeune homme, elle me faisait comme ça. Êtes-vous mexicain? Je rigole, tellement j'ai peine à y croire. Moi, mexicain? Je suis américain, madame Margraves. Et je vous fais remarquer que ce n'est pas une histoire de chien. Ça parle d'un homme, et c'est plutôt bien torché. Il n'y a pas un seul chien dans toute l'histoire. Les Mexicains ne sont pas admis dans cet hôtel. Je suis pas mexicain. J'ai tiré le titre de la fable, vous savez. Et le petit chien qui riait de voir pareil remue-ménage. Ni les juifs. Je signe le registre. J'avais une belle signature à l'époque, toute tarabiscotée, orientale illisible, avec un trait en dessous, je vous dis que ça. Une signature encore plus compliquée que celle du grand Hackmouth. En dessous de la signature, j'écris Boulder, Colorado. Elle examine mes pattes de mouche, un mot après l'autre. Et comme ça, froidement, quel est votre nom, jeune homme? Là, elle charriait un peu. Elle a déjà oublié l'auteur du petit chien qui riait, et son nom imprimé en grand au-dessus, en gros caractères. Je lui répète mon nom. Elle l'inscrit soigneusement en capitale au-dessus de la signature. Ensuite, elle se penche sur ce qui suit sur la page. Monsieur Bandini, toujours aussi vache. Boulder ne se trouve pas dans le Colorado? Bien sûr que si, dites, j'en arrive. J'y étais encore il y a 2 jours. Mais elle s'entête. Elle veut rien savoir. Boulder se trouve dans le Nebraska. Mon mari et moi avons traversé Boulder, Nebraska, en venant ici par la route il y a 30 ans. Alors je vous prierai de me changer ça tout de suite. Et puisque je vous dis que c'est dans le Colorado, ma mère y habite, mon père aussi. C'est là que j'ai été à l'école. Elle ressort le magazine de derrière le comptoir et me le tend. Cet hôtel n'est pas un endroit pour vous, jeune homme. On n'a rien que des gens bien ici, des gens honnêtes. Moi, je ne fais pas un geste pour accepter le magazine. Je suis bien trop crevé pour discuter, trop courbaturé du voyage en autocar. Très bien, je fais. Va pour le Nebraska. Et j'écris. Je biffe le Colorado et je mets Nebraska par-dessus. Elle est satisfaite, très contente de moi. Elle examine le magazine en souriant. Alors comme ça, vous écrivez. Auteur, c'est bien ça. Là-dessus, le magazine disparaît à nouveau hors de vue. Bienvenue en Californie. Vous vous plairez beaucoup ici, je suis sûr. Sacrée Madame Hargraves. Si seule, si perdue, et pourtant si fière. Un après-midi, elle m'a fait monter à son appartement au dernier étage. C'était comme d'entrer dans une tombe, sauf qu'il n'y avait pas un poil de poussière. Son mari était mort à présent, mais il y a 30 ans de ça, il avait une entreprise d'outillage à Bridgeport, dans le Connecticut. Sa photo était accrochée au mur. Un homme splendide, ni fumeur, ni buveur, mort d'une crise cardiaque. Une tête sévère et émaciée dans un gros cadre lourd. À son air, on voyait bien qu'il méprisait encore le tabac et l'alcool.
Et ça, c'était le lit dans lequel il était mort. Un grand truc massif en acajou, très haut sur ses 4 pieds. Et là, ses vêtements dans le placard, et ses chaussures par terre, même que les pointes rebiquaient avec l'âge. Là, sur la cheminée, c'était le bol pour son savon à barbe. Il se rasait toujours lui-même, et son nom, c'était Berthe. Ce Berthe. Quel phénomène tout de même. Berthe, qu'elle lui disait toujours. Pourquoi tu ne vas pas te faire la barbe chez le coiffeur? Et Berthe, ça le faisait toujours rigoler, parce qu'il savait qu'il était meilleur barbier que tous les barbiers avec pignon sur rue. Berthe se levait toujours à 5 heures du matin. Il venait d'une famille de 15 enfants. Il était bricoleur. Durant des années, c'est lui qui avait assuré l'entretien et les réparations dans l'hôtel, même que ça lui avait pris 3 semaines pour repeindre l'extérieur. Il disait toujours qu'il peignait mieux que les peintres en bâtiment. 2 heures comme ça qu'elle m'a raconté sur Berthe. Sacré bon sang. Est-ce qu'elle pouvait l'aimer, son homme, même mort? Mais en fait, il n'était pas mort du tout. Il était là, dans cet appartement, il veillait sur elle. Il la protégeait. Il me défiait de seulement oser lui faire du mal. Il me faisait peur. Elle me donnait envie de déguerpir tout de suite. On a pris le thé. Le thé était vieux, le sucre datait aussi, tout collé. Les tasses à thé avaient de la poussière dessus et le thé avait le goût de vieux. Et les petits gâteaux secs avaient le goût de mort. Quand je me suis levé pour partir, Berthe m'a suivi dans le couloir, me défiant de jouer les cyniques avec lui. 2 nuits d'affilée, il m'a persécuté comme ça avec ses menaces. Il a même été jusqu'à me relancer au sujet des cigarettes. Maintenant, c'est le gars de Memphis qui me revient. Je ne lui ai jamais demandé son nom, et il ne me l'a jamais demandé le mien. On disait seulement bonjour. Il n'y est pas resté longtemps, juste quelques semaines. Il se cachait toujours la figure dans ses longues mains quand il était sur la véranda devant l'hôtel, parce qu'il avait des boutons. Tous les soirs, il était là, qu'il soit minuit, 1 heure ou 2 heures quand j'entrais. Je le trouvais toujours là, à se balancer dans le fauteuil en osier, les doigts dans la figure, en train de se tripoter, ou encore à se toucher les cheveux, même qu'il avait bien besoin de les rafraîchir. Salut, je faisais. Et salut, il répondait. La poussière vagabonde de Los Angeles lui donnait la fièvre. Il tenait encore moins en place que moi, toute la journée à chercher ses amours perverses dans le parc. Mais il était si vilain de figure qu'il ne trouvait jamais ce qu'il désirait tant, et les nuits chaudes avec leurs grosses étoiles et la lune jaune le torturaient à tel point qu'il ne pouvait supporter sa chambre avant l'aube. Une seule fois il m'a parlé, et cette nuit-là, il m'a collé le bourdon et la nausée en me racontant amoureusement ses souvenirs de Memphis, là où les gens sont des gens bien et les amis des vrais amis. Un jour il quitterait cette maudite ville, un jour il retournerait là où l'amitié veut encore vraiment dire quelque chose. Et de fait, un jour il est parti, et j'ai reçu une carte postale de Fort Worth, Texas, signée Memphis Kid. Il y avait aussi Haleman, l'abonné au club du livre, un type énorme, des bras comme des bûches et des jambes trop boudinées dans ses pantalons. Il était employé de banque. Il avait une femme à Moline, dans l'Illinois, et un fils à l'université de Chicago. Il avait horreur du Sud-Ouest, une haine qui lui faisait toujours prendre le coup de sang, mais sa santé était mauvaise et il était condamné à rester vivre ici. C'était ça, ou mourir. Il déminait tout ce qui touchait l'Ouest, de près ou de loin. Chaque fois qu'une équipe de l'Est se faisait battre au football, il en était malade. Il crachait dès qu'on parlait des Troyans. Il détestait le soleil, maudissait le brouillard, dénonçait la pluie et ne rêvait que de ces neiges du Middle West. Une fois par mois, il avait un gros paquet dans sa case. Je le voyais tout le temps dans le hall en train de lire. Il ne voulait jamais me prêter ses livres. Question de principe, comme il disait. Mais il me refilait son bulletin du club du livre, une petite brochure sur les livres qui venaient de paraître. Tous les mois, il me la mettait dans ma case. Et la rouquine de Saint-Louis qui me posait toujours des tas de questions sur les Philippins. Où qu'ils habitaient et combien il y en avait, est-ce que j'en connaissais. Une rousse aux joues creuses qui avait des taches brunes dans son décolleté qui venait de Saint-Louis. Elle était toujours en vert, ses cheveux cuivrés trop tape à l'œil pour être vraiment beaux, ses yeux trop gris pour son type de figure. Elle avait trouvé du boulot dans une blanchisserie, mais ça ne payait pas assez, alors elle a arrêté. Elle aussi vadrouillait dans les rues chaudes. Une fois, elle m'a prêté 25 cents, et une autre fois, des timbres-poste. Elle n'arrêtait pas de parler des Philippins. Il lui faisait de la peine. Elle les trouvait bien braves de pouvoir survivre comme ça avec tous ces préjugés contre eux. Un beau jour, elle s'est fait la malle, et un peu plus tard, je l'ai revue dans la rue. Elle avait des rayons de soleil plein ses cheveux cuivrés et un petit rablé de Philippin au bras. Il avait l'air très fier d'être avec elle.
Son costume à taille froncée et ses épaulettes rembourrées étaient le fin du fin de la mode macro, mais même avec ses talonnettes et ses semelles compensées, il avait encore une tête de moins qu'elle. De tout ce monde-là, une seule personne n'a jamais lu Le Petit Chien qui riait. Le premier jour, j'avais signé plusieurs exemplaires pour les monter dans le salon de lecture réservé aux locataires. 5, 6 exemplaires. Et je les plaçais partout bien en vue, sur la table du coin de lecture, sur le sofa, même sur les coussins des profonds fauteuils en cuir. Si on voulait s'asseoir, on était obligé de les ramasser. Mais personne ne les a lus, sauf une. Ils sont bien restés là une semaine sans que personne ne les touche. Même le japonais qui faisait le ménage, il ne les bougeait pas. Le soir, certains jouaient au bridge, là-dedans, et d'autres pensionnaires plus âgés se réunissaient pour bavarder et faire passer le temps. Moi, j'entrais sans me faire remarquer. Je me trouvais une chaise et j'observais. C'était décourageant. Une fois, une grosse bonne femme s'est même assise sur une des revues sans même prendre la peine de l'enlever. Un beau jour, le japonais les a soigneusement mises en pile sur la table et ensuite ils sont restés là, à ramasser la poussière. De temps en temps, à quelques jours d'intervalle, je passais mon mouchoir dessus et je les redistribuais dans toute la salle. Ils revenaient toujours en pile, sur la table, sans que personne n'y ait touché. Ils savaient peut-être que j'avais écrit la nouvelle et ils faisaient peut-être exprès de l'éviter. Ou peut-être qu'ils s'en fichaient tout bonnement. Même pas Hellman, lui qui lisait tout le temps. Même pas la taulière. Je n'en revenais pas de voir une bande d'abrutis pareils. Elle parlait pourtant de leur cher Middle West, cette nouvelle, une histoire de tempête de neige dans le Colorado. Et ils étaient tous là, avec leurs âmes déracinées et leurs coups de soleil à crever de chaleur en plein désert, alors qu'ils avaient la fraîcheur de chez eux à portée de la main. Là, entre les pages de ce petit magazine. Bah, que je me disais, c'est toujours la même histoire. Poe, Whitman, Heine, Dreiser, et maintenant Bandini. Ça aidait de penser ça. Je me sentais moins seul. La personne qui a lu ma nouvelle s'appelait Judy. Judy Palmer. Un après-midi, elle est venue frapper à ma porte. Elle tenait un exemplaire du magazine à la main. Elle avait seulement 14 ans, les cheveux bruns et avec une frange et un ruban rouge noué au-dessus du front. Vous êtes monsieur Bandini? Rien qu'à ses yeux, je savais qu'elle avait lu Le Petit Chien qui riait. Je l'ai su à l'instant. Tu as lu ma nouvelle, c'est ça? Elle t'a plu? Elle a souri en pressant le magazine contre sa poitrine. Je trouve ça merveilleux, absolument merveilleux. Madame Hargraves m'a dit que c'était vous qui l'avez écrite. Elle m'a dit que vous m'en donneriez peut-être un exemplaire. J'avais le cœur dans le gosier, qui battait la chamade. Entre, entre donc, assieds-toi. Comment tu t'appelles? Si tu peux avoir un exemplaire, mais comment donc? Mais entre, je t'en prie. Et je courais dans tous les sens pour chercher la meilleure chaise. Elle s'est assise dessus, si délicate. Sa robe d'enfant ne couvrait même pas ses genoux. Tu veux un verre d'eau? Il fait chaud aujourd'hui, tu n'as pas soif? Mais elle n'avait pas soif. Seulement peur. Je le voyais bien. J'ai essayé de me montrer plus gentil parce que je ne voulais pas l'effaroucher. C'était l'époque où il me restait encore un peu d'argent. Tu veux pas une glace? Tu veux que j'aille te chercher un esquimau ou autre chose? Je peux pas rester. Je vais me faire attraper par ma mère. Tu habites ici? Et ta mère, elle a lu ma nouvelle aussi? C'est comment ton petit nom? Et là, tout fier, tout sourire. Bien sûr, tu sais déjà mon nom. Je me présente quand même. Arturo Bandini. Oh oui! Elle avait dit ça dans un souffle à peine, et elle avait les yeux si écarquillés d'admiration que j'avais envie de me jeter à ses pieds en sanglotant. Je la sentais déjà qui me chatouillait la gorge, cette absurde envie de chialer. Tu es sûr? Pas de glace? Mais elle, si bien élevée, restait assise là, son petit menton rose en avant, les mains serrées sur notre magazine. Non merci, monsieur Bandini. Et un coca, ça te dirait? Merci, non. Toujours avec le sourire. Limonade au sassafras? Merci, non, je vous en prie. C'est quoi ton petit nom? Moi, c'est... Et je me suis retenu à temps. Judy. Judy? Et je me suis mis à répéter son nom comme un idiot. Judy. Judy. Mais c'est merveilleux, on dirait un nom d'étoile. C'est le plus beau nom que j'ai jamais entendu. Merci, qu'elle faisait. J'ai ouvert le tiroir où je mettais mes exemplaires. J'en avais encore un paquet de réserve, peut-être 15. Je vais t'en donner un tout neuf. Et je vais te le dédicacer. Quelque chose de bien, quelque chose d'extra spécial. Et elle en était rouge de plaisir. Elle ne faisait pas ça au flanc, cette petite. Elle était vraiment ravie. Et sa joie pour moi était comme de l'eau fraîche sur ma figure.
Et puis tiens, je vais t'en donner 2, et te les signer tous les deux. Vous êtes si gentil. Elle m'étudiait pendant que je m'escrimais à dévisser la bouteille d'encre. Je le savais rien qu'à lire votre nouvelle, quel genre d'homme vous seriez. Je suis pas un homme, je suis à peine plus vieux que toi, je lui dis. Je ne voulais pas paraître vieux à ses yeux. Je voulais réduire l'écart le plus possible. J'ai 18 ans, j'ai menti. C'est tout? Elle n'en revenait pas. 19 dans 2 mois. J'ai inscrit quelque chose de spécial dans chacun des 2 exemplaires. Je ne me rappelle plus les mots exacts, sauf que c'était ce qu'il fallait. Cela venait du cœur. J'étais tellement reconnaissant. Mais je voulais plus. Je voulais entendre sa voix, si frêle et si heurtée. Et elle, je voulais la garder dans ma chambre le plus longtemps possible. Tu me ferais un grand honneur, Judy. Si tu me rendrais terriblement heureux si seulement tu voulais bien me lire ma nouvelle à voix haute. Je n'ai jamais entendu, et j'aimerais beaucoup ça. Oh, mais certainement, j'adorerais vous la lire. Elle était déjà toute droite sur sa chaise, rigide d'impatience. Je me suis jeté sur le lit, la tête dans l'oreiller, et la petite m'a lu ma nouvelle d'une voix douce et basse qui m'a fait chialer dès le 5e paragraphe. C'était comme un rêve, comme une voix d'ange à plein la chambre. Et bientôt elle pleurait aussi. De temps en temps, elle s'arrêtait de lire, s'étranglait sur ses larmes et protestait. Je peux plus continuer, qu'elle disait. Je peux plus. Et moi, je me tournais vers elle et je l'enjoignais de continuer. Il faut, Judy, oh, il faut. Et là, c'est là, au summum de notre émotion, qu'une grande femme est entrée dans la chambre sans frapper. Elle avait la bouche amère, et j'ai tout de suite su que c'était la mère de Judy. Ses yeux sévères m'ont étudié un instant, puis Judy, sans un mot, elle a pris Judy par la main et l'a emmenée. La petite tenait toujours les magazines contre sa poitrine creuse, et par-dessus son épaule, elle m'a fait signe adieu d'un clin d'œil humide. Elle était repartie aussi brusquement qu'elle était venue, et je ne l'ai plus jamais revue. C'est resté un mystère aussi pour la patronne de l'hôtel, parce qu'elles sont arrivées et reparties le même jour, sans même passer la nuit.